Bonjour Lisa Delis et merci beaucoup d'avoir accepté de tourner cet entretien pour Zone Critique et en particulier pour la collection Vrille. Je suis très contente parce que c'est le 10e ouvrage de la collection Vrille qui s'appelle Forceuse. Je vous recommande vraiment de lire cet ouvrage-là. Comme d'habitude, j'ai trouvé que c'était un texte qui était extrêmement intéressant et surtout, il y a forcément des textes qui sont très différents les uns des autres dans la collection Vrille, que ce soit les thèmes qui sont abordés, la manière de le faire, les styles d'écriture. Mais il y a quand même un dénominateur commun dans la collection Vrille, tu es habitué puisque j'ai vu que tu avais écrit pas mal de textes pour Zone Critique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment en tout cas ce dénominateur commun de la présence et du présent, de la présence au réel et de la manière d'imprimer sur un monde réel et sur un monde vivant. Et ici en particulier avec le parcours de cette femme dont on a parlé, avec ses conquêtes, cette manière d'être extrêmement libre et en même temps dans une grande perdition parfois par rapport à elle-même. Enfin, je n'en dis pas trop. Mais en tout cas, c'est aussi un numéro spécial qui évidemment résulte du concours, donc avec un thème qui s'appelait Représailles. Donc tu es la lauréate de ce concours avec ce texte qui s'appelle Forceuse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce concours? Comment est-ce que tu as eu l'idée d'écrire ce texte? Est-ce que tu écris habituellement des nouvelles? Comment s'est déroulé ce concours? Alors, merci de me recevoir. Le concours, Victor m'en a parlé, Victor Dumiot. Je n'avais jamais écrit de nouvelles avant ça. Le thème m'a intriguée, m'a parlé en tout cas. Et j'ai écrit cette nouvelle spécialement pour le concours, donc j'ai été une bonne élève. J'ai vraiment fait un texte inédit et un exercice nouveau aussi parce que c'était ma première nouvelle et elle a gagné. Donc, est-ce que c'est un exercice, on en parlera un peu après, mais est-ce que c'est un exercice qui est fondamentalement différent d'écrire? Tu es aussi journaliste indépendante. En quoi c'est un exercice qui est aussi différent, qui est peut-être un super challenge en fait, la collection Vrille, parce qu'il faut être condensé. Je vais essayer de pas trop divulguer ce qui se passe, en tout cas dans ce récit, mais il y a quand même une chute, il y a quand même évidemment des retournements de situation. Et la collection Vrille joue avec ces moments du récit où tout tourne, où tout se transforme. Justement, parce que c'était un beau récit et un beau challenge de pouvoir avoir cette forme courte. Oui, alors tout à fait. Moi, c'était un vrai challenge dans tous les sens du terme, étant donné que je n'en avais pas forcément écrit avant. C'est vrai que la cohérence est ultra importante. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte. Ce qui était assez pratique pour moi, c'était vraiment cette exigence de format. Donc, il ne fallait pas dépasser 40 000 signes. Et c'est vrai que par rapport à l'exercice journalistique, je m'y suis vraiment retrouvée, dans le sens où je suis souvent contrainte par un nombre de signes bien précis. Et ça me rassure. Enfin, la contrainte, la limite fait que là, pour le coup, l'écriture explose et s'amuse. Là où dans l'exercice du roman, dans lequel je me suis engagée depuis quelques mois. C'est vrai que c'est plus difficile, je pense, de par ma formation journalistique, d'être dans le trop long. Enfin, en tout cas, dans la non-contrainte, parce qu'on peut éventuellement partir sur un récit qui peut faire 300 ou 400 pages ou 600 pages, mais c'est un peu plus impressionnant pour moi. Mais sur l'exercice de la nouvelle, c'était très jouissif. Si tu veux un feedback, c'est que c'était vraiment que du plaisir en fait, d'écrire ce texte en fait. Et je vais essayer de résumer un tout petit peu, parce que c'est toujours difficile de résumer les ouvrages Vrille, parce que le but, c'est que c'est un format qui est quand même court. On essaye de pas trop en dire, mais je vais essayer de raconter un peu cette histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui va être invitée, qui habite dans le 15e arrondissement de Paris, qui va être invitée par son amie qui s'appelle Haïdé à une soirée. Et donc elle voit des visages qu'elle connaît, elle va poser ses affaires, elle voit un certain Charles quel détail, on voit tous les détails de la manière dont il est habillé, surtout ses omoplates, voilà. Et donc elle va découvrir cet homme qui va l'obséder. Et donc on va la suivre à travers ses conquêtes amoureuses, cette recherche de Charles et toutes ces histoires autour de ce personnage qu'elle va aller suivre jusqu'à Lille, chez ce maître kebabier qui est l'endroit de son roman. Comment est-ce que ce personnage est né? Comment est-ce que cette femme elle est née? Comment la construire? Alors, moi, c'est vrai que par rapport à ce thème de représailles, il y a différentes manières de le traiter. C'était assez instinctif, donc je ne l'ai pas forcément conscientisé, mais bon, il m'a semblé assez naturel d'aller vers, non pas un récit à la Kill Bill où on aurait une héroïne qui voudrait se venger des hommes, et puis hop, on va à l'abattage et on enchaîne.
C'était le challenge pour moi, c'était d'écrire un personnage dans lequel on pourrait se reconnaître éventuellement, ou en tout cas être touché par sa fragilité et un personnage avec qui on pourrait rire aussi. Donc le rire, l'humour est quand même quelque chose d'assez important pour moi. Donc voilà, j'étais pas du tout dans une sorte d'expédition punitive où il fallait vraiment impressionner le lecteur, faire jaillir du sang. Parce que la représailles, c'est, voilà, ça évoque tout ça. Avec Forceuse, on était d'emblée dans l'humour parce qu'on parle quand même d'une dépendante affective. C'est pas tant le sexe et la crudité ou la pornographie qui m'intéressent. On a l'impression qu'elle est toujours en train de courir derrière des hommes ou derrière une présence, et peut-être on en parlera un peu après, mais la nouvelle de l'annonce de la grossesse de son ami, c'est quelque chose qui est douloureux pour elle, parce qu'elle a l'impression que c'est peut-être aussi cette personne qui s'en va de sa vie, Oui. Et elle est toujours confrontée dans ce récit à sa propre solitude. Oui, c'est une femme qui est très seule, qui cherche l'amour, mais qui le cherche assez mal, puisqu'elle s'y prend mal en fait, elle force. Donc effectivement, le récit s'ouvre avec une rencontre. Elle va commencer à obséder sur cet homme, Charles, mais au final, ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre en fait. C'est tombé sur lui, pas de bol, mais il y a quand même une forme de panache chez elle. Effectivement, elle est dans une forme de dépendance et donc elle va pas très bien. Mais on lui pardonne, je pense, parce que déjà le but est louable, c'est qu'elle cherche à être aimée. Et en cherchant à être aimée, et elle fait quand même que des bêtises. Mais moi, j'ai beaucoup d'affection et de tendresse pour la Forceuse. Et j'espère que le lecteur ou la lectrice qui lira La Forceuse arrivera à l'aimer, parce que c'est un peu le but. Et c'est vrai que ça parachève la boucle de la cohérence, c'est-à-dire qu'on traite de dépendance affective avec cette nouvelle, et le but ultime, c'est que le lecteur rentre dans cette boucle aussi, quoi. Oui, parce qu'au tout début, on se pose quand même la question de son rapport en tant que lecteur-lectrice à ce personnage-là. Parce qu'au début, on ne comprend pas si c'est pour but de nous choquer, de provoquer quelque chose chez nous. En fait, au fur et à mesure qu'on avance, on voit la complexité en fait, du personnage et à quel point elle est touchante. Et c'est un personnage qui finit par de plus en plus nous attendrir au fur et à mesure du récit. Parce que on le voit face à sa propre solitude, mais on a l'impression que c'est un peu... c'est un amour ou un sexe qui est libre, mais qui est désespéré d'une certaine manière. Et surtout, qui semble totalement déshumanisé, parce que on le voit sur les caractéristiques qu'elle donne à ses partenaires. Elle va pas forcément s'intéresser à la personne. Elle s'intéresse à un détail physique, Oui. Elle s'intéresse à des chaussures, à des omoplates, justement au sexe masculin. Enfin, elle s'intéresse à chaque fois à un objet de la personne ou de la personnalité. Et ce qui est intéressant justement, c'est cette déshumanisation. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle recherche peut-être ce qui provoque chez elle le désir ou l'amour ou la présence, et pas forcément en fait l'autre. Oui, j'ai fait attention à ce que il n'y ait aucun prénom, sauf celui de Charles. Et effectivement, à partir du moment où ça bascule, le prénom disparaît. Donc il n'y a aucun prénom. Les hommes sont réduits à un surnom. Voilà, donc ça participe du thème de la représailles. On y va un petit peu, pas avec le dos de la cuillère. Et puis ça lui donne du panache en fait, parce que c'est vrai qu'elle réduit les hommes à un détail, à un objet vestimentaire. Mais c'est quelque chose qu'on fait souvent entre filles, de donner des prénoms à nos amants, des surnoms à nos amants. Voilà, donc parce qu'on l'a rencontré à tel endroit, il va hériter du nom de l'endroit où on l'a déniché. C'est quelque chose qui n'est pas forcément méchant d'ailleurs, c'est quelque chose de plutôt rigolo. Mais c'est vrai que j'ai fait attention de ne pas donner de prénom. Et également, il n'y a aucun rapport sexuel qui réussit vraiment. Enfin, c'est pour ça que le sexe m'intéresse pas tant que ça au final. Enfin, j'ai voulu montrer la misère sexuelle et la solitude, oui, ça c'est sûr. Parce qu'effectivement, j'avais cette question aussi de me poser la question du rapport au sexe en littérature. Parce que, alors parfois, et de temps en temps, on peut avoir ce rapport au sexe qui est très cru, en particulier dans la collection Vrille. Sauf qu'il y a toujours quelque chose derrière.
Et ici, effectivement, c'est pas des rapports sexuels qui sont gratuits, mais on a l'impression que c'est comme un miroir en fait d'elle-même, comme si c'était des représailles d'elle-même. En fait, à travers ces rapports sexuels qui forcément soit n'aboutissent pas, soit, et je ne dirai pas la fin évidemment, mais on a quand même l'impression qu'elle a un rapport très particulier à elle-même, comme si elle se cherchait à travers le plaisir qu'elle donne à l'autre ou à travers le plaisir qu'elle Oui. se donne elle-même. Bah, elle est perdue, elle est dans une forme de, voilà, de perdition. C'est peut-être comme si elle n'avait pas vraiment quitté l'adolescence aussi, parce que l'adolescence, c'est vraiment une période où, effectivement, à travers le sexe, on essaie d'être aimé, en fait, et on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Et donc, peut-être que même si elle a 30 ans, elle est encore dans cette... donc, il y a une forme de pureté quand même chez elle, au Bien sûr. final, parce qu'elle n'est pas du tout désabusée. C'est pas Hmm. vraiment, c'est pas du tout du sexe désabusé. Au contraire, elle croit, enfin, parce qu'elle est motivée par l'amour, par le fait d'être aimée. Donc en ça, je la trouve très touchante. Elle le dit, je crois que c'est à ce moment-là où elle se penche au balcon. Elle dit mais j'ai peur de moi-même. Enfin, elle dit Oui, qu'il y a une certaine peur d'elle-même et surtout une sorte de perdition face à ce qu'elle ouais. est. Et donc il y a ça, et il y a aussi cette place de l'éternel deuxième. C'est pas celle par rapport à un personnage qu'elle rencontre, c'est pas celle enfin, qu'on va épouser, c'est pas celle à qui on Oui, va proposer de rencontrer sa famille, c'est celle qu'on veut discrète, c'est celle qu'on veut silencieuse, c'est celle qu'on veut absente. Et cette absence d'elle-même face aux autres, c'est quelque chose qui est super douloureux aussi. c'est vrai qu'en ça, la relation d'amitié qui est un peu vraiment en sourdine au second plan, mais quand même avec cette meilleure amie, montre bien le décalage. Il y en a une Mm. qui avance, qui progresse. Donc c'est vrai qu'elle incarne une forme de crise de la trentaine, hein, qu'on peut forcément, enfin pas toutes, mais en tout cas qu'une femme peut vivre, où à 30 ans, on peut effectivement être soit dans un célibat, une forme encore voilà, toujours ramenée à l'adolescence, un peu encore couvée par les parents, et Mm. puis d'autres font leur vie, se mettent en couple, voilà. Donc il y a ça, et puis c'est vrai que dans son rapport aux hommes, oui, pourquoi je parlais de l'adolescence? Parce qu'il y a quand même une clé en fait qui est donnée dans le récit, c'est elle retourne effectivement à l'occasion des fêtes de fin d'année dans sa famille, et elle est confrontée aux souvenirs de l'enfance, de l'adolescence et de sa première fois. Mhm. Et ce qui m'intéressait dans cette première fois, je voulais pas tellement donner de raison psychologique à pourquoi elle est devenue une forceuse, pourquoi elle force les hommes, Mhm. mais plutôt une raison physiologique. Et elle retombe sur ce carnet de santé et lit qu'elle a été que sa mère a été accouchée avec l'aide de forceps, et Mhm. ça donne une clé. Enfin, elle n'avait pas demandé à naître, on l'a forcée à venir au monde avec l'usage des forceps, Mhm. et 30 ans plus tard, ça donne une forceuse, et je trouvais ça drôle parce que j'avais pas tellement envie de trouver des excuses ou des raisons à cette forceuse, elle est comme elle est. Et d'ailleurs, au Mhm. moment où elle parle, elle n'a pas fait du tout de travail sur elle-même. Elle est encore Bien sûr. dans le forcing, et elle n'a rien à se reprocher, et elle ne voit pas où est le problème. Et c'est ça qui est Mais c'est marrant. peut-être en ça aussi que c'est un personnage qui incarne cette pureté. Parce qu'il n'y a pas de filtre, Mm. mais elle n'a pas non plus de filtre envers elle-même. C'est-à-dire qu'elle est vraie dans son existence, elle est présente. C'est pour ça que c'est aussi un thème qui est lié à la collection Vrille. C'est une présence au monde, mais sans filtre. C'est-à-dire Mm. qu'elle existe telle qu'elle est, et surtout elle s'impose. Et ça, je trouve que c'était une figure qui était intéressante, parce que on ne parle pas souvent de la femme comme quelqu'un qui s'impose. C'est plutôt souvent en littérature quelqu'un qui subit, ou même on le voit dans la position de la femme dans la société. Euh, S'imposer, c'est aussi un geste de résistance, et c'est en ça aussi que ça peut rejoindre ce thème de représailles. Ouais, et s'imposer, euh, agresser aussi, être en colère, bah, alors, Mm. même s'il n'y a aucune revendication chez elle. Mais souvent, oui, ce qui peut m'énerver parfois dans ce que je lis ou ce que je vois, parce que ça peut être au cinéma aussi, c'est une forme de violence tournée vers soi. Mhm. Alors on pourrait penser qu'elle se fait du mal en allant coucher avec des hommes comme ça, sans, sans se protéger. Mais non, je trouve qu'elle se... La violence, elle est aussi tournée vers les hommes, et elle a du panache, et elle n'est pas là en train de, voilà, de s'autodétruire, de se faire du mal. La violence, elle est projetée dans le dehors et contre les hommes, et je trouve que c'est marrant.
Voilà. Parce que, effectivement, au fur et à mesure, on se dit que le monde lui en veut d'être présente et d'être pleinement elle-même. Ce qui est extrêmement triste à lire. Parce qu'au contraire, en fait, on devrait nous encourager à juste faire ce qu'on veut, à être pleinement présente et à profiter. Elle profite de la vie. Je sais pas, un dimanche soir, elle se dit bon, je vais sortir et je vais essayer de, voilà, je vais aller dehors, je vais profiter de la vie. Alors que sa meilleure amie dit non, non, moi le dimanche soir, je reste chez moi, c'est impossible. Je crois que c'est l'expression d'une salle d'attente en fait du lundi. Ah oui. Mais je trouve ça voilà, très, très drôle en fait et très intéressant aussi de la mettre dans cette position-là. D'une personne justement qui va s'imposer, qui va pas réfléchir, qui va être pleinement elle-même alors qu'on a l'impression que tous jouent un rôle autour d'elle. Que ce soit Haïdé, que ce soit... je sais pas, par exemple, cet auteur ou ce journaliste, on a l'impression qu'il joue pleinement un rôle, quoi. Et c'est cette personne pleine de vie face à ces masques de la société, c'est aussi pas pour rien qu'il y a, je pense, le thème aussi de la soirée. C'est-à-dire que c'est aussi un endroit où il y a toujours ces masques, où on joue sur les représentations et où elle est pleinement présente. Oui, elle vient un peu comme un cheveu sur la soupe dans cette soirée, même si elle est issue d'un milieu bourgeois, elle n'est pas forcément voilà, très différente d'eux, mais en tout cas, elle n'a pas ce masque, effectivement. Elle refuse de porter des masques. Ouais. Mais ça, je ne l'avais pas forcément vu en écrivant, mais ouais. Mais sans en dire trop, il y a aussi cette question du consentement masculin qui arrive à la fin. Bon, voilà, j'en dis pas trop non plus, mais c'est rare quand même d'avoir cette question du consentement masculin dans un texte. Parce qu'il est très différent de ce qu'on peut amener dans le consentement féminin et il est extrêmement nuancé. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le même rapport aux hommes, les hommes n'ont pas ce même rapport aussi au consentement et c'est assez frappant. Je dirais pas toute l'étendue de la chute, mais c'est quand même frappant d'avoir ce rapport-là au consentement masculin et de le voir paraître dans un texte ici de cet ouvrage-là. Oui, c'est vrai que le consentement masculin, c'est une question qui est vraiment prégnante, notamment sur la fin. Je n'ai pas trop envie d'en dévoiler, mais c'est une question délicate, mais... mais c'est vrai que elle, comme elle n'a pas du tout réfléchi, enfin, elle est dans son comportement, quoi, pour faire simple. C'est vrai la nouvelle s'appelle Forceuse et non Violeuse. Elle n'a pas violé, elle force, et c'est vraiment sur cette différence-là que tout se joue. Donc il faut être... C'était intéressant pour moi de la confronter à des hommes différents. Donc on voit aussi toute une palette de ce que c'est qu'être un homme au travers de son aventure. Donc qu'est-ce qu'une forceuse face à un forceur? Qu'est-ce qu'une forceuse face à un mec, plutôt un mec tranquille qui n'a pas forcément, un peu plan-plan. Qu'est-ce qu'une forceuse face à un ex qui l'aime toujours donc voilà, elle est confrontée à différents types d'hommes qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et elle adapte son mode opératoire. C'est en ça qu'elle est assez différente d'un agresseur sexuel homme, qui, je pense, a un peu son pattern et son... Souvent, hein, c'est sûr, sa manière de fonctionner. Il y a toujours quelque chose dans la prédation masculine qui... On a l'impression qu'ils ne s'adaptent pas à la personne qu'ils ont en face. Ils ont leur mode d'action et ils vont l'appliquer à toutes les femmes. En revanche, dans son forçage, la forceuse est assez fine parce qu'elle se met dans la tête de l'autre. Donc il y a une manière de forcer peut-être propre à la femme qui est un peu différent. Et puis encore une fois, ce n'est pas tant pour asseoir un pouvoir et réduire l'autre à néant, mais plutôt l'idée c'est de se faire aimer quand même. Et puis quand elle voit que ça va pas être possible parce que le plan est un peu pourri, et ben elle passe vite à autre chose aussi. Donc c'est voilà, elle rebondit très vite. Donc elle n'est pas non plus, elle espère toujours en fait. Elle n'est pas désespérée. C'est ça, et c'est un mécanisme qui est différent, c'est-à-dire qu'elle le fait peut-être aussi pour exister. Alors que dans l'autre sens, on va avoir justement une espèce de processus pour faire cesser d'exister. En tout cas, de domination, alors que elle, c'est simplement d'un point de vue personnel, juste exister, être là. Et effectivement, c'est un processus qui est assez différent de ce qu'on peut lire habituellement. C'est peut-être là-dessus où j'ai une approche un peu genrée, parce qu'effectivement, je ne suis pas sûre qu'un homme... mais bon...
Après, il faut voir si il faudrait que les forceurs s'expriment aussi. Il y aura un nouveau numéro de, nouveau numéro de Vrille avec un personnage qui sera forceur. Ça pourrait être un bis de cet ouvrage-là. Mais en tout cas, je trouve que ce sont des questions qui sont très intéressantes, en particulier de voir évoluer en fait cette héroïne à travers justement ses conquêtes et sa manière aussi de se connaître elle-même. Parce qu'elle a une vision très différente de ce que peut être le sexe, en tout cas la manière dont on peut en parler en littérature. Et surtout, c'est plutôt une quête personnelle en fait, à travers la quête amoureuse et les conquêtes. C'est plutôt une quête de soi. Elle se dit, je vais essayer d'exister, essayer de me chercher, parce qu'elle le dit plein de fois. Elle dit, je suis perdue, je me sens perdue, je sais pas ce que je fais là. Enfin, on a l'impression que, en fait, elle se laisse entraîner par des élans de vie, et que finalement derrière, c'est pas quelque chose. Encore une fois, on parlait de la différence. C'est pas quelque chose qui est prémédité en fait ce qu'elle fait. Au contraire, en fait, c'est juste suivre un élan de vie. Qui est très intéressant parce que c'est juste des pulsions de vie qu'elle va suivre et c'est juste s'écouter elle-même dans cette idée-là. Mais juste une dernière question, parce que c'est une question que je pose quand même à tous les auteurs de la collection Vrille. C'est surtout sur voilà, ce format court et cette nécessité aussi d'entrer dans la fiction avec quelque chose qui est extrêmement présent au réel. On en a parlé un peu tout à l'heure avec la forme courte et l'idée voilà, du format condensé. Mais en quoi c'est aussi intéressant dans la forme condensée de pouvoir avoir un personnage qui se fait un peu miroir du monde, de pouvoir d'une manière très courte, à travers une nouvelle, parler du monde. En quoi c'est un exercice qui est aussi très intéressant, qui peut en fait se rapprocher de l'exercice journalistique, parce que c'est aussi sociologiquement voir ce qui se passe quand on met un personnage dans telle situation et voir en l'espace d'un temps très court ce qui se passe. Bah, la réponse est dans ta question, en fait, tout tient sur le personnage. Donc en fait, là où j'ai eu du bol, c'est de rencontrer ce personnage qui fait que, à partir du moment où il est là, ben, j'aurais pu prendre son histoire à un autre endroit, mais il est là. Donc l'histoire commence avec une soirée à Paris et la rencontre d'un garçon. Mais elle en a rencontré avant, elle en rencontrera ensuite, parce qu'elle ne meurt pas à la fin. Et donc, tout tient dans le personnage. Et il y avait un temps imparti pour rendre la nouvelle, parce que c'était dans le cadre d'un concours. Donc, j'ai eu la chance de la choper, la forceuse. Et à partir de là, bah, on peut tout faire. Et ça, c'est assez chouette, je trouve, de trouver un personnage qui n'est pas trop exploité par ailleurs. En fait. C'est ça, c'est aussi cette force de la collection Vrille, mais surtout de ce texte-là. Ce sont vraiment des personnages qu'on voit rarement en littérature, et c'est super dommage, parce que ça donne à voir justement une vraie vérité du monde, et on a l'impression toujours de voir des personnages qui sont loin de ce qu'on est, qui sont loin de la vérité, de ce qu'on peut vivre, que ce soit à l'adolescence ou même pendant l'âge adulte. Il y a plein de personnes qui se sentent peut-être seules, de se dire, bon, bah, qui ne se sentent pas en fait dans l'espèce de cadre qui est imposé par exemple par Haydée, ce personnage qui est en couple, qui annonce qu'elle est enceinte et qui suit en fait sa vie en disant le dimanche soir je bouge pas, moi je fais ça, une vie très réglée et très normée. Et ça fait plaisir de voir des personnages aussi qui sortent de ce cadre-là pour montrer qu'en fait il n'y a pas de normes, elle suit juste ses envies, elle suit juste ses élans de vie et je trouve que c'est des personnages qui sont très beaux, mais ça doit être agréable justement de travailler ces personnages-là, de sortir des personnages qu'on a vus et revus en littérature ou dans des textes. Mais surtout de ne pas la diaboliser, parce que des personnages de forceuse ou d'intrigante ou de personnages de femmes comme ça un peu vénéneuses qui s'assiraient sur la solidarité féminine et qui essaieraient de plaire aux hommes, quitte à choper voler le copain de sa meilleure amie, il en existe, mais c'est souvent voilà, en contrepoint de l'héroïne qui n'a rien à se reprocher, qui est une sorte d'oie blanche, etc. Et c'est une chose qui m'a frappée dans la dernière saison d'Emily in Paris, où j'étais très en colère, parce qu'effectivement, l'héroïne Emily, elle peut faire des crasses, mais elle s'en veut toujours, et il y a l'apparition d'un autre personnage dans cette dernière saison qui s'appelle Geneviève, la brune avec la frange. Et alors, du coup, c'est vraiment l'intrigante. Et là, on voit que dans une grosse production comme ça, de séries mainstream, qui s'adresse à un large public, les femmes qui font des sorties de route, et ben, c'est le contrepoint de l'héroïne, c'est
c'est le mal, etc. Tandis que là, la forceuse, ben, elle a le leadership et puis on voit bien que c'est pas une mauvaise personne. Il n'y a pas grand-chose qui peut entamer sa dignité. Même dans ses plans cul foireux, elle reste très digne. Et c'était important pour moi de la mettre au premier plan, pas de la voir au second Et puis qu'il plan. n'y ait pas de, enfin, j'allais dire représailles, qu'il n'y ait pas de représailles justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que même parfois en littérature classique, des personnages féminins qui font des sorties de route, elles sont sans cesse punies par le destin, parce que voilà, les auteurs vont dire, bah voilà, elles ont fait telle chose, bah finalement le destin a montré qu'il ne fallait pas faire ça et qu'il fallait suivre une morale et qu'il fallait être du côté du bien. Donc ça c'est génial qu'il n'y ait pas, enfin, d'une certaine manière, qu'il n'y ait pas de représailles, qu'on ne veuille pas imposer justement une espèce de morale en disant, bah vous voyez, elle est sortie un peu des sentiers battus, donc elle va être punie par le destin ou par... ça fait partie d'une quête de soi. Exactement, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de rédemption, il n'y a pas de volonté de changer. Elle reste forceuse du début à la fin et il n'y a pas d'évolution du personnage. Et non, c'est vraiment terrible quand les textes portent une thèse. C'est quand même assez... Enfin, moi, c'est pas mon truc, mais oui. Ouais, voilà, c'est juste une ébauche. Enfin, pour moi, c'est un moment de vie, quoi. Mais c'est chouette qu'il y ait un nouveau type de un nouveau type de personnage qui entre en littérature, qui est la forceuse. Mais en tout cas, un grand merci pour cet entretien. J'étais très contente de pouvoir en parler. Et encore une fois, ce sont des textes dans la collection Vrille qui parlent du présent, qui parlent du réel. Et j'étais super contente de pouvoir découvrir ces thèmes-là dans ce livre-là, avec ce personnage qui est vraiment haut en couleur et qu'on aime suivre, qui est très touchante, qui est très attendrissante et qu'on suit à travers ses pérégrinations et ses conquêtes, mais dans une vraie recherche d'elle-même. Donc merci beaucoup. Merci à toi. Participer à cet entretien. Merci. Et je vous conseille vraiment de lire donc, ce 10e ouvrage, un peu un ouvrage anniversaire. Numéro 10. Numéro 10 de la collection Vrille. Donc Forceuse de Lisa Delisle. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci.